Je donne la parole donc à Monsieur Jérôme Pellis. Alors, mon propos va donc être assez général, centré sur l'histoire des relations entre le mouvement syndical, le droit et l'institution judiciaire, et donc pas sur l'activisme juridique des syndicats concernant les étrangers. Ça aurait pu faire tout à fait l'objet d'une présentation, mais je ne suis pas compétent pour ça. Et donc, en m'appuyant sur diverses sources, je vais analyser en fait le passage un peu d'une question qui est celle du recours ou non au droit dans la lutte, hein, la question donc du contentieux comme stratégie, à celle des stratégies juridiques et judiciaires employées par les syndicats. Et je fais ici évidemment, j'évoque ici le titre un peu de cette seconde partie. Alors, le plan que je vais suivre donc comportera trois parties. D'abord, pour revenir un peu sur l'histoire du 19e siècle, surtout, mentionner le fait que le rapport entre justice et du travail et droit du travail n'a pas toujours fait bon ménage au regard des syndicats, en particulier du mouvement ouvrier naissant. Ensuite, je vais m'interroger sur une relation éventuellement plus conjugale entre donc droit, justice et mouvement syndical, pour enfin aborder la question de la judiciarisation et ou juridicisation des relations de travail, qui serait un enjeu, disons, actuel. Alors, concernant la naissance du mouvement ouvrier, on peut remarquer en effet que la justice prud'homale, hein, qui naît en 1806, je vous rappelle, donc avant en fait la naissance réelle du mouvement ouvrier qui se déroule au cours du 19e siècle, eh bien, le développement simultané interactif de cette institution si particulière et du mouvement social qui va être légalisé en 1884 par la légalisation des syndicats, est très fort. Hein, les prud'hommes, s'ils ne traitent que de litiges individuels, ont une fonction réellement collective au XIXe siècle. Il s'agit de faire un précédent, de vider les querelles, autrement dit de tester, de faire respecter, de faire évoluer ce que Alain Cotreau a appelé le bon droit, cette légalité ordinaire des relations de travail qui ne consiste pas simplement à juger du licenciement, comme c'est le cas aujourd'hui dans le domaine des prud'hommes. Hein. Il y a des employeurs qui vont au prud'homme, il y a des salariés ou des ouvriers, on ne parle pas encore forcément de salariés, et il ne s'agit pas forcément de faire juger des questions de licenciement, mais aussi des questions de conditions de travail, de fixation des salaires. Voilà. Et puis donc l'institution prud'homale est aussi un archétype judiciaire, hein, pour les syndicats. D'une part parce que la parité qui est acquise en 1848 la parité entre patrons et ouvriers contribue forcément à structurer cette opposition et donc à aider à la naissance du mouvement ouvrier. Et puis les élections sont autant d'occasions de structuration de ces syndicats, et la singularité de cette institution prud'homale, avec des chambres professionnelles, avec la conciliation comme procédure, ouvre la possibilité d'une justice singulière et propre au monde du travail. Alors, en même temps, se développe au XIXe siècle un droit du travail que les syndicats vont assez difficilement accepter en réalité. C'est peut-être mon portable, donc je vais l'éteindre. Excusez-moi. Donc ce droit du travail, on en présente souvent une face tout à fait positive, protectrice. Hein. Le droit du travail serait issu des luttes et des conflits sociaux, et il aurait d'abord un versant protecteur à l'égard des salariés. Hein. Et ici, il faut mentionner les protections de la loi, et en particulier donc des premières lois qui notamment limitent la durée du travail en 1841, puis les suivantes, et aussi les protections liées au collectif et à l'invention de cette procédure si originale dans le domaine du droit du travail, qui est la convention collective, les accords collectifs et la négociation collective qui, grâce au principe de faveur, grâce à l'ordonnancement de l'ordre public social, contribue à faire avancer les droits des salariés. Néanmoins, cette face progressiste du droit du travail, elle se double d'une face bien moins positive et souvent moins mise en avant, qui est celle de la subordination qui est légitimée par ce droit. Hein. De ce point de vue-là, la jurisprudence de 1866 sur les règlements intérieurs, qui les considère comme des conventions librement formées, et l'invention du contrat de travail, la notion de contrat de travail à partir des années 1880, vont contribuer à structurer ce droit du travail entre un échange, entre une subordination qui fait de l'employeur le seul juge, en quelque sorte, des relations de travail dans l'entreprise, contre, effectivement, une protection légale et collective. Autrement dit, ce droit du travail, il est très ambivalent, et les syndicats vont difficilement l'accepter, en revendiquant en particulier, donc, dans cette fin du 19e siècle, de la justice et pas du droit. Hein. Et on peut mentionner ici une véritable guérilla judiciaire entre les tribunaux prud'homaux et les cours d'appel et de cassation à la fin du 19e siècle,
qui aboutit à la défaite un peu de ce bon droit, de cette conception bilatérale du pouvoir comme relation négociée, et donc à l'extension de la logique formelle du droit du travail et du recul du jugement en équité qui faisait la particularité des prud'hommes. Cette méfiance de la loi, elle est très présente, et on peut rappeler ici également l'origine de la CGT et l'importance des anarcho-syndicalistes qui mettent en garde les ouvriers contre la tentation de demander l'obligation de réduire la durée du travail à la loi, par exemple. Malgré tout, on peut noter dans l'histoire, à partir notamment des années 20 et 30, une acceptation progressive du droit par les syndicats. Et ici, on peut s'appuyer par exemple sur le discours de la CGT à l'égard de l'inspection du travail. L'inspection du travail qui était plutôt mal vue au départ par les syndicalistes, qui souhaitaient en faire une inspection ouvrière et donc refusaient ce corps si particulier de l'inspection du travail. Alors, est-ce que la relation va être bien plus conjugale? On peut, là, encore une fois, poser la question, puisque le droit et le recours à la justice restent rarement valorisés dans le discours syndical. Et ici, je vous ai mis juste une petite citation du secrétaire juridique du service juridique de la CGT, qui est obligé de répéter encore en 2006 que le droit n'est pas un palliatif à l'action syndicale, que le militant juriste n'est pas un acteur compromis avec l'ordre établi. Malgré tout, ces deux registres institutionnels, le droit d'un côté et la justice de l'autre, sont au cœur de nombreuses pratiques syndicales, que ce soit les élections et les activités prud'homales qui vont se dérouler dans un petit mois, que ce soit la diffusion, la publication et surtout le conseil juridique, en m'appuyant sur les résultats d'une enquête que j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle l'enquête Réponse, qui s'interroge sur les relations professionnelles dans les établissements. Par exemple, 40% à peu près des représentants des personnels déclarent effectuer du conseil juridique au quotidien dans leur établissement en 98, et ils sont plus de 50% à le faire en 2004. Donc cette activité de conseil juridique, qui est très propre, notamment aux syndicats plus qu'aux représentants du personnel, elle est bien au cœur d'une partie des activités syndicales. Et puis on peut aussi mentionner la négociation de règles, qui sont de plus en plus des sources de droit et qui se situe au cœur du système de relations professionnelles, un système de relations professionnelles fortement structuré par les règles juridiques. Enfin, le registre des droits et du recours à la loi est utilisé en permanence dans les discours syndicaux comme un vecteur de mobilisation et de revendication, qu'elle soit défensive ou offensive. Cette relation conjugale, on peut en faire une histoire très, très brève, donc je vais aller très très vite, mais on peut peut-être distinguer trois phases. Je m'appuie ici sur un travail de Laurent Vimez, qui évoque une première phase d'institutionnalisation de l'investissement des syndicats dans le droit, qui se déroule après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60, où on republie Droit ouvrier, qui avait cessé d'être publié dans les années 30. On crée des revues spécialisées, des services spécialisés au sein des confédérations. Une seconde phase pourrait s'ouvrir avec les années 70, qui serait marquée par une judiciarisation très forte, lancée en particulier sous l'impulsion de la CFDT. On théorise le conflit des logiques, on engage des combats qui contribuent à pénaliser le droit du travail, et les syndicats sont des soutiens aux actions du Gisti naissante. Ça vient d'être mentionné tout à l'heure, que ce soit notamment à propos de l'arrêt de 75 ou de celui de 78 dans le bilan du Gisti. Les années 80 et 90 sont marquées par un tournant où on passe, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, à un tournant législatif en quelque sorte, où les syndicats attendent beaucoup du gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir en 81. Mais ce tournant législatif est rapidement déçu, et on peut repérer, notamment à la CFDT, un tournant négociatoire dans lequel c'est la création autonome du droit via la négociation collective qui est mise en avant. Il ne s'agit plus de judiciariser les relations de travail ou de légiférer pour faire avancer les droits, mais plutôt de juridiciser ces relations de travail via l'extension de la négociation collective, et notamment de la négociation collective décentralisée. Et l'exemple des 35 heures ici est assez probant. Alors, les années 2000, finalement, est-ce qu'on aurait une judiciarisation ou plutôt une juridicisation? Alors, ce sont des termes très compliqués, je les définis très vite. Judiciarisation, ce serait l'extension du recours au tribunal pour régler les différends. La juridicisation, ce serait l'extension du droit comme référence pratique pour les actions, sans forcément recourir à un tiers comme le tribunal. Et de ce point de vue, si un processus de juridicisation peut clairement être établi, et l'effet des 35 heures ici a été, à mon avis, très important dans la fin des années 90 et les années 2000, il n'y a clairement pas de judiciarisation des relations de travail. Du moins, si on examine les statistiques, du point de vue des procédures au fond, au niveau prud'homal, elles ont clairement reculé de 13% entre 1993 et 2007 et de plus de 24% sur les procédures en référé au niveau prud'homal. Il y a vraiment un recul du recours au prud'homme, et donc parler de judiciarisation des relations de travail est assez étonnant,
malgré les discours répétés, alimentés par de très nombreux rapports qui justifient tout un tas de réformes ou appellent à tout un tas de réformes au nom de cette supposée judiciarisation des relations de travail. Alors comment expliquer ce paradoxe? En fait, il faut comprendre que ce discours sur la judiciarisation est intéressé d'une part et assez confus. En fait, plus que l'augmentation des contentieux individuels, il y a même une baisse, comme je viens de le signaler. Par contre, en matière de contentieux collectifs, il est vrai qu'il y a une certaine augmentation de la part des contentieux initiés par les syndicats en tant que tels. Mais ça reste extrêmement peu élevé. On passe à peu près de 200 affaires par an dans les années 70 à environ 4000 dans les années 2000. 4000 affaires par an, c'est pas énorme. Donc cette augmentation du contentieux, c'est pas ça qui est visé par l'idée de judiciarisation. En réalité, c'est bien plus le rôle accru des juges dans l'édiction des normes et l'importance de la jurisprudence qui est critiquée, en particulier par ces économistes au fondement de nombreux de ces rapports, pour qui l'incitation est la principale, sinon la seule méthode pour intervenir sur les marchés, et notamment le marché du travail. Et puis c'est aussi notamment une certaine doctrine, la doctrine Vaquet, on pourrait dire, en particulier celle concernant le contrat de travail, qui est à mon avis critiquée par ce sens commun et ces rapports d'économistes. Alors, pour autant, il y a bien eu une sophistication des recours à la justice de la part des syndicats depuis une dizaine d'années. Et ici, on peut faire clairement, à mon avis, le parallèle avec l'action du GISTI. J'en mentionne quelques-uns ici, qu'il s'agisse de contester les plans sociaux, les affaires de discrimination syndicale. Au moment des 35 heures, il y a eu aussi énormément de contestations d'accords, ou l'affaire des recalculés. Rappelez-vous, en 2004, ces chômeurs qui sont concernés par cette affaire, ou même celle du CNE qui vient de se dénouer via notamment l'intervention des textes internationaux. Cet activisme juridique ou judiciaire vise en réalité à politiser les relations de travail via le registre des droits et le recours au tribunal, dans une version peut-être plutôt défensive actuellement, mais également via cette volonté de créer des normes par la négociation collective dans une version peut-être plus offensive. Pour autant, cet activisme, il n'est pas sans risque. D'une part, cet activisme judiciaire peut être subi. Il n'y a pas que les salariés, il n'y a pas que les syndicats qui vont au tribunal. Les employeurs aussi vont au tribunal, licencient des salariés protégés, et ils doivent obtenir un accord de l'inspection du travail de ce point de vue-là. Ils contestent souvent les refus. Et puis les employeurs aussi criminalisent l'action syndicale. Une petite référence ici à l'affaire Michel Beurrier dans un cas de soutien aux sans-papiers justement à la fin des années 90. Et puis surtout, l'activisme juridique à initiative patronale est bien subi par les salariés et par les syndicats. L'instrumentalisation et le détricotage du droit du travail via la contractualisation des relations de travail et la négociation collective dérogatoire, et le temps de travail ici a représenté un véritable laboratoire pour ce qui est en train de se passer, sont bien subis, à mon avis, par les syndicats de salariés. Enfin, les deux stratégies que j'ai rapidement esquissées de la part des syndicats, les stratégies judiciaires, elles ne sont pas sans risque non plus. Du tribunal à tout va, qui serait peut-être plutôt la marque de la CGT, mais je pose une question, je n'ai pas de réponse du tout. Ce recours au tribunal à tout va légitime des notions, des concepts et des approches juridiques qui individualisent et contre lesquelles le syndicat a longtemps lutté. Je pense par exemple à l'affaire des recalculés, justement, où on fait appel à la notion de contrat pour contester ce qui s'est passé concernant les chômeurs, la réduction des périodes pendant lesquelles ils allaient pouvoir toucher des sommes. Et ça va à l'encontre de l'approche assurantielle que défend traditionnellement la CGT. Et puis surtout, la production de droits par la négociation collective, elle aussi, elle n'est pas sans risque, puisqu'elle entraîne une institutionnalisation syndicale où les stratégies de rupture sont plus difficiles. Et surtout, elle contribue à établir des normes décentralisées, éclatées, qui sont difficiles à faire appliquer et à contrôler. Et de ce point de vue, les actions en exécution, par exemple, autour des 35 heures, j'ai fait un peu une quête de ce point de vue-là, et j'ai été assez surpris d'en trouver très très peu. Et l'extension de la procédure, du droit comme procédure, et elle aussi comporte des limites importantes. Et je cite ici en fait deux avocats de chez Grumbach qui évoquaient notamment donc, cette action de la CFTT dans le domaine des 35 heures en expliquant qu'ils avaient contribué à produire du droit et de la norme plus que des droits, des avantages, des acquis. Donc pour conclure, le contentieux comme stratégie pour défendre les étrangers sans papier qui sont redevenus des travailleurs cette année, eh bien, avec les grèves d'avril qui se poursuivent toujours aujourd'hui, on pourrait penser que la grève et le rapport de force direct avec les employeurs et l'État semblent donner aussi quelques résultats. Quant aux stratégies contentieuses, elles sont clairement multiples, inventibles, sophistiquées,
Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'aucune stratégie jurisprudentielle claire n'existe au sein des confédérations syndicales, à la différence peut-être justement d'un groupe comme le GISTI. Enfin, entre juridicisation et judiciarisation, chacun de ces processus ayant une phase progressive et répressive, collective et individuelle, ces stratégies ne sont pas sans paradoxe, comme l'est peut-être l'activisme du GISTI. Et donc je fais référence ici à l'article notamment de Liora Israël, qui montre qu'en contestant ce droit, ce vide juridique, cet infradroit, eh bien, on contribue à le faire exister et pas forcément dans le sens attendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe